Jean-Doigt, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis ravi de vous retrouver pour le Forum des Humanités. Nous avions consacré une édition à Kafka au château. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Pays de neige de Kawabata. Alors, je rappelle que c'était le premier prix Nobel de la littérature. Et histoire de camper l'ambiance du roman tout de suite, le roman donc, de Kawabata, je vais vous lire la première ligne de ce roman. Un long tunnel entre les deux régions, et voici qu'on était dans le pays de neige. Alors voilà, ce pays de neige, qui est une station thermale, on peut y accéder uniquement par train. Et l'hiver, lorsqu'il neige abondamment, on est coupé du monde, isolé. Voilà où nous sommes projetés en tant que lecteurs. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur le contexte de ce roman singulier. Oui, avec plaisir Olivier. D'abord, bonjour à tous, et je suis non seulement ravi de me retrouver face à toi Olivier, mais très ému, car Kawabata était un des plus grands auteurs du XXe siècle, à mon sens. Premier prix Nobel, comme tu rappelais, mais premier prix Nobel japonais en 1968, et considéré comme sans doute le maître de très grands écrivains japonais. Certains connaissent Mishima, il y a une correspondance Mishima-Kawabata, et Kawabata est un auteur unique en son genre. Excuse-moi de commencer par là, après je vais reprendre par rapport à la première phrase, mais il est unique en son genre pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, a écrit, et il a écrit pour toujours tenter de saisir la beauté de l'instant et la beauté qui ne peut être qu'éphémère. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que je me réfère toujours à l'histoire aussi des individus. Kawabata est né, comme tout un chacun, mais à l'âge de 4 ans, il a déjà perdu son père, sa mère. À l'âge de 5 ans, il a perdu sa sœur. À l'âge de 7 ans, il a perdu ses grands-parents qu'il élevait. Il a perdu son oncle. Donc Kawabata est un homme qui a dû se construire seul, qui avait une fracture en lui considérable. Et je pense que dans la constitution de son œuvre, et c'est ce qui fait sa singularité, c'est ce qui fait aussi sa beauté, c'est qu'il cherche toujours à faire émerger ce qui ne pourra que disparaître, et on comprend par rapport à sa vie, puisque tout ce qu'il a aimé a disparu, et qui est magnifique, et dont il pourra garder le souvenir et le songe, et donc que tout ce qui s'accomplit disparaît aussi vite qu'il est né, comme un papillon de nuit. Tu le disais toi-même, un long tunnel, et puis l'arrivée dans le pays de neige. Et le pays de neige, en fait, c'est une station thermale d'altitude qui est très enneigée, et où Shimamura, dont on ne connaîtra pas grand-chose durant le récit, si ce n'est que c'est un critique d'art, qui est particulièrement l'art de la danse, du ballet, qu'il a traduit Alain, le philosophe Alain et Paul Valéry, cet essayiste, philosophe aussi d'ailleurs, à ses heures pour les journaux, en japonais, mais on ne connaîtra pas de sa vie, si c'est qu'il est marié. Et le roman est construit de telle façon, il y a 9 chapitres, mais l'ordre n'est pas chronologique, puisque le premier chapitre, c'est le deuxième voyage de Shimamura. Il y aura 3 voyages durant 2 ans dans ces stations thermales. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est important, parce que cette œuvre n'est pas construite en fonction d'une chronologie de temps, mais une chronologie, j'allais dire, liée à l'espace du songe. L'espace du songe, c'est-à-dire que Shimamura vient trouver quelque chose, et tu disais très justement, ce village n'est pas accessible, d'ailleurs comme le château, d'ailleurs on ne sait pas comment il est accessible, on y arrive par voie ferrée, un long tunnel entre 2 régions, et nous voici dans le pays de neige. Donc pays de neige d'ailleurs qui décrit une station thermale, mais qui est très enneigée. Et pourquoi vient-il là? C'est un homme qui, on sait qu'il habite Tokyo, on ne sait même pas si ce village existe en fait, enfin il existe en tout cas géographiquement, et il vient là parce qu'il est tombé, j'ose à peine prononcer le mot, en pamoison, c'est pas ça. Amoureux, c'est pas tout à fait ça. En osmose, certainement. En désir, complètement, d'une jeune geisha qui s'appelle Komako
Et tout l'ouvrage, quelle que soit la saison, des trop voyages, c'est cette relation étrange, implicite, où l'amour s'exprime pas par des mots, mais s'exprime par le silence qu'il y a dans les dialogues, par une connivence que les mots énoncés par les protagonistes comprend de pleine face et qui nous émeuvent. Et c'est une histoire d'amour, en fait, entre une jeune geisha et un homme fortuné de Tokyo. Mais avec des personnages annexes mais importants, qui sont deux autres personnages, en fait, il n'y en a pas 36. Il y a de mémoire Yoko, qui est une amie infirmière, qui est une amie de la jeune geisha Komako, qui s'évitent tout le temps, mais qui ont... C'est comme des jumelles qui se ressemblent un peu physiquement et qui s'évitent. On subodore qu'il y a eu finalement une grande amitié entre elles qui subsiste, mais qui ne prend pas corps et qui ne s'exprime jamais vraiment, mais qui s'observe. Et il y a le jeune Yukio, qui est, apprend-on, un jeune qui est très malade et qui mourra d'ailleurs lors du deuxième voyage de Shimamura dans cette station thermale, et qui est un ancien fiancé de Komako. Les autres personnages sont des enfants qui sont un rôle de guetteur, qui observent aussi un peu. Il y a la masseuse aveugle, il y a la maîtresse de musique, et puis le frère de Komako, je crois, qui s'appelle Shakiro, qui travaille à la gare. Donc il fait de la liaison pour arriver. Mis à part ça, peu d'autres personnages. Les événements, à part la scène qui clôt Pays de Neige et qui est un incendie de la fabrique de coton ou de cocon, enfin je ne sais même plus le terme, du cocon, qui verra d'ailleurs la mort de Yoko, l'amie de Komako, et qui clôt finalement le Pays de Neige. Il clôt le Pays de Neige parce que c'est le surgissement du réel dans quelque chose qui était comme une projection des protagonistes, un monde calme, à l'abri du bruit et des turbulences, des turbulations de Tokyo, hein, un monde un peu clos. Et ça clôt le roman. Et l'histoire du roman, et je dis ça avec émotion, c'est l'histoire de Kawabata écrivant ce roman, qu'il nous fait lire, car il sait qu'il est éphémère. Il a beaucoup travaillé pour cet éphémère, hein, comme tout éphémère, ça se travaille, mais qui sait qu'il donne à donner une beauté comme difficilement appréhendable en tant que telle, mais qui existe entre les lignes. Et c'est pour ça que ça me paraissait important pour vous, étudiants, c'est un petit roman, car en fait, ce dont j'ai envie de parler, Olivier, c'est pourquoi il y a tant de communication dans une œuvre où les personnages communiquent dans le sens aussi peu. C'est un paradoxe dont j'aimerais parler. L'intérêt, ce serait peut-être aussi d'entendre un peu le roman et à travers un dialogue. Juste pour récapituler ce qui a été dit dans votre propos, il y a une dimension... Tu peux me tutoyer, Olivier, comme dans la vie. Hein. Tu sais, c'est les plateaux, on fait semblant. D'accord, je savais pas. Il y a la dimension, passons au tutoiement, mais parce que la question du tutoiement ou du vouvoiement renvoie finalement à la question de la communication. C'est le lien qu'on arrive à tisser à l'autre. On est en train de dialoguer sur un dialogue difficile, voire impossible entre deux êtres, qu'un auteur cherche à retranscrire par le biais du roman. On est au cœur de la question. À quel endroit on peut véritablement se rencontrer? Et justement, avant d'en parler, écoutons ce dialogue entre les deux principaux protagonistes du Pays de Neige. On va écouter Boris Beuguard tout de suite. Avec plaisir. Est-ce cette jeune personne qui va t'apporter ce qu'il faut? Questionne Shimamura. C'est bien possible, répond Komako. Et le fils, c'est ton fiancé? Ça, mais quand donc en avez-vous entendu parler? Hier. Quel homme bizarre. Si c'est depuis hier, pourquoi ne m'en avoir rien dit? Les mots
étaient presque les mêmes qu'hier. Mais le ton n'avait plus rien d'agressif. Bien au contraire. Sa voix avait une inflexion détendue et un clair sourire s'y ajoutait. Si je me sentais moins embarrassé de respect, je trouverais plus facile d'aborder ce genre de choses, assura Shimamura. Et moi, je voudrais bien connaître le fond de votre pensée. Ah, voilà bien pourquoi je n'aime pas les gens de Tokyo. Ne changeons pas de sujet, s'il te plaît. Tu n'as toujours pas répondu à ma question, tu sais. Je ne cherchais pas à l'éviter. Vous avez cru à ce qu'on vous a dit? Oui, je l'ai cru. C'est encore un mensonge. Vous ne l'avez pas vraiment cru, n'est-ce pas? Pas à tout, s'il faut être précis. L'histoire affirme pourtant que tu as pris ton engagement de geisha afin de pouvoir acquitter les frais médicaux. C'est du roman à bon marché, dirait-on, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été sa fiancée, bien que les gens veuillent le croire à ce qu'il paraît. Je ne suis pas non plus devenu geisha pour porter aide à qui que ce soit plus précisément. Néanmoins, je dois beaucoup à sa mère, et il était naturel que je fasse ce que je pouvais. C'est un rébut ou quoi? Mais non, je vous raconterai tout, sans mystère. Quel homme bizarre. J'aimerais connaître le fond de votre pensée. On est là au cœur de la question de la communication. Est-ce que ça signifie communiquer? Communiquer, a priori, c'est essayer d'échanger entre au moins deux personnes pour se faire comprendre. En fait, ça, c'est une communication, j'allais dire, presque en aval. La première communication, c'est sa propre pensée par rapport à soi-même. La première communication, c'est aussi la gestuelle, le regard, la voix qu'on peut avoir. Et la pensée est toujours en retard sur elle-même. Donc, en fait, communiquer, c'est forcément jouer. Jouer avec l'autre en soi-même, comme l'autre en tant qu'altérité. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ce dont on parle dans le sens n'est jamais la contrepartie de ce qui se communique. Il en est d'un des vecteurs. Mais le sens porte une parole qui va bien au-delà du sens énoncé, mais qui est dans l'interprétation même que soi-même ou l'autre peut avoir de ce qui est dit. C'est pour ça qu'il y a une chose importante. Et là, excuse-moi, je m'adresse, j'allais dire à mes étudiants, aux étudiants. Quand vous serez en situation de management dans l'entreprise, il faut toujours avoir une langue métaphorique qui laisse la possibilité à l'autre de l'interpréter pour ne pas fermer, mais pour ouvrir. Et c'est très important d'ouvrir. Tu sais, j'ai été très marqué par Wittgenstein dans le Tractatus. Vous connaissez Wittgenstein, grand philosophe, je n'ai pas le plus lu que vous, mais j'ai lu des extraits. Et Wittgenstein, il y a une phrase qui m'a marqué, je crois que c'est la dernière phrase du Tractatus. Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Ça m'a toujours beaucoup marqué. Comme si d'ailleurs, la chose la plus importante qu'on aurait à dire, bah, finalement, on ne peut rien en dire, et surtout, il faut le garder. Et Kawabata, dans Pays de Neige, toute l'œuvre, toute cette fiction, hein, c'est une fiction, c'est un récit, c'est un roman, on va en parler, c'est pas un essai, mais c'est de dire, surtout, parler, parce que ce qui se dira de plus important dans ce que vous avez à dire, c'est ce qui se tait. C'est les silences. C'est les silences que l'autre ou vous-même pourront interpréter. Et donc la communication, c'est que de l'incommunication ou de l'incommunicabilité en mouvement. À partir du moment où le contexte, en fait, est bien fixé, à partir du moment où il y a une connivence. En fait, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a des questions. Personne ne répond aux questions. Mais c'est l'autre, c'est à l'autre, c'est comme si c'était à l'autre de répondre aux questions qu'il pose. Donc c'est à l'autre de compléter finalement les manques et les blancs. Et la vraie communication, c'est celle-là. C'est pas celle qui enferme, mais c'est celle qui ouvre. Et finalement, quand il communique, là on vient d'entendre un très bref extrait, c'est pas d'ailleurs les plus belles phrases, mais
ça illustre bien ce qu'est le roman. C'est des mots très simples, c'est des dialogues. Il y a finalement le temps des silences fait qu'il y a comme une construction qui rapproche les interlocuteurs. C'est étonnant, mais c'est vrai. Et donc, Kawabata, dans cette œuvre, de manière, j'allais dire, managériale, on pourrait dire, donne une leçon, au sens témoignage, au sens lexio, au sens étymologique. Et le témoignage qu'il apporte, c'est que si vous voulez vous faire entendre en tant que manager, en tant que collaborateur, si vous allez apprendre la parole en public, parlez une langue qui n'enferme pas. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle n'enferme pas, c'est qu'une langue qui, par la passion, par la gestuelle, par la forme, par les signifiants, et pas seulement les signifiés qu'elle révèle et qu'elle recèle, finalement, permet à l'autre d'interpréter par rapport à son propre cadre, j'allais dire culturel, social. Et c'est ça, une bonne communication. Une communication, c'est une communication qui dit ce qu'elle a à dire, dans le sens, sauf quand c'est vraiment une crise. S'il y a un incendie, effectivement, il faut pouvoir dire « prends la lampe à incendie, éteins l'incendie ». Là, je ne parle pas, mais toute communication, finalement managériale, souvent sur les résultats, sur les objectifs, sur la vision, sur la stratégie d'entreprise, doit d'abord faire une place à ce que l'autre pourrait en penser et que vous ne dites pas, mais que l'autre peut compléter avec bienveillance. Et cette histoire d'amour extraordinaire entre Komako et Shimamura, tu le noteras, elle ne se fait pas dans un temps de communication, mais dans les silences. Parce que, finalement, il y a comme une... J'aime pas le mot communauté, mais comme un amour entre eux. Et les mots sont presque superflus quand il y a de l'amour. Oui, on a même le sentiment que les mots viendraient détruire l'amour. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où vous avez Shimamura qui est marié. On sent donc ce désir, cette attirance, cet amour qu'il y a entre les deux, entre la geisha et lui. On sent la tentation que l'un et l'autre peuvent avoir à certains moments de déclarer leur flamme. Mais on sait aussi que s'il la déclare... Ça ferait s'éteindre. Exactement. Ça serait comme l'incendie de la fin. Exactement. Il faut mieux laisser les choses en suspens. Alors évidemment, j'en parlais à mon épouse récemment, qui me disait, mais c'est très esthétique. Et finalement, c'est pas tourné tellement du côté de la vie, puisque finalement, les choses sont comme en suspens. Oui, mais moi, je suis convaincu que l'incommunicabilité, c'est ce qui se véhicule le plus dans la communication. On ne communique pas pour dire quelque chose, on communique pour faire part de quelque chose qu'on n'arrive même pas à se dire soi-même. Et parfois, d'ailleurs, on dit quelque chose dont on n'avait pas pensé qu'on pourrait le dire, ou en tout cas, faire comme si on le disait, et que ça existe. Et c'est vrai que c'est du côté de l'esthétique. C'est vrai que c'est la littérature aussi, c'est-à-dire que la littérature fait qu'on découvre un monde qui n'est pas le vrai monde, qui est le monde du songe et du rêve. Mais pour les raisons que j'ai exprimées au début, Kawabata ne pouvait pas vivre pleinement sa vie puisqu'elle lui a été retirée dès qu'il était tout petit. Donc lui, il recherche, c'est aussi assez proustien, hein, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on vit, l'intensité du moment que je vis là, à parler aux étudiants, qui est intense pour moi. Même si ça ne se voit pas, ça s'entend. Mais c'est intense dans le moment. Mais ça sera encore plus intense dans 5 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, quand j'y repenserai. En disant, tiens, j'ai essayé, à une seconde, je me rappelle que j'ai été généreux de quelque chose qui m'échappe avec maladresse, je ne le dis pas, mais qui voulait donner envie de lire un livre que j'aime, et finalement ce souvenir est plus important presque que l'instant présent. Et c'est tout Proust. Et Kawabata est pas loin finalement, mais si ce n'est que lui, il cherche dans son style, différence de Proust, qui pour le coup raconte une histoire qui des fois d'ailleurs peut être presque ennuyeuse, mais elle est extraordinaire et d'éblouissement à force presque d'ennui. Moi j'adore Proust. Mais Proust, il faut rentrer dedans. Kawabata, c'est 120 pages et tout. Mais lui, il cherche à épurer de manière que tout est en creux. Tout l'important de ce qui est dit n'est pas dit, se tait. Silence des flocons de neige, silence des miroirs, silence de l'amour, silence des dialogues, silence des questions.
Tout est dans le temps et du silence. C'est l'espace, c'est plus l'espace-temps, c'est l'espace-silence. Et c'est très apaisant. Et d'ailleurs, ça se détruit, hein, puisqu'à la fin, l'incendie détruit absolument tout, la relation. Il y a aussi cet épisode au tout début où il revient, donc ce que tu disais au départ, c'est la deuxième visite, il essaye de se remémorer le visage de Komako, il a du mal, mais il arrive à l'attraper. Alors, il y a une scène que tu aimes beaucoup, que je te laisserai décrire, mais il y a aussi cette idée de la main, qui est magnifique. C'est là où on voit que tout passe par les sens et qu'on peut créer un autre niveau de langage que les mots, et que ça véhicule une richesse poétique dans laquelle on va pouvoir se projeter, rêver, s'enfoncer et trouver sa place aussi. C'est Shimamura qui se souvenait de l'empreinte de la main de Komako, plus que de son visage en fait. Et on se demande, c'est comme une musique de Bach, ça fait penser à Bach. Quand vous écoutez du Bach, vous l'éteignez, vous oubliez, et un mois, une semaine, 2 jours plus tard, vous écoutez du Bach, vous avez l'impression que c'est jamais éteint. Eh bien, l'impression qu'a Shimamura et Komako, et ce que veut donner à voir Kawabata, c'est que finalement, le temps est comme aboli dans quelque chose qui le dépasse et qui est une forme d'amour, en fait. Ouais. Et entre Komako et Shimamura, c'est vrai qu'au départ, il y a quand même un amour fou, puisqu'ils n'ont pas besoin de parler pour prendre tant de plaisir à être ensemble. Et c'est très pudique hein, comme roman, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Vraiment, c'est pas bon jeu. Voilà. Mais on sent quand même qu'il y a une relation plus que forte. Il y a une relation presque... D'ailleurs, ce n'est pas une relation fusionnelle, puisque c'est comme 2 étrangers. D'ailleurs, ils disent, à longueur de temps, t'es un étranger pour moi, ou je suis un étranger pour toi, t'habites Tokyo, et tout. Mais, oui, mais disant ça, ça ne fait que les rapprocher et pas les éloigner. Du moment qu'il n'évoque pas, et jamais il le fait, sauf complètement à la fin, lors de l'incendie, pourquoi il pourrait s'aimer? Finalement, ce qui est important, c'est de vivre les moments. C'est pas de se les représenter. Quand on se les représente, on a du mal. Et donc, mais pour revenir, parce que je suis un modeste directeur général d'école de management, et j'en suis tellement fier d'être directeur général de l'ESCE, si vous saviez à quel point, car cette interculturalité, cette connaissance des langues étrangères, cette ouverture d'esprit que je n'ai malheureusement pas, et je suis trop âgé pour l'avoir. C'est pour ça que je suis tellement ému de voir les étudiants qui parlent les langues étrangères, qui ont goût des voyages, car moi, je ne voyage que par des modestes livres, mais ça m'a apporté aussi un goût pour l'autre et une tolérance importante, mais celle des étudiants est beaucoup plus importante. Parce que, voilà, ils aiment l'autre, ils aiment le partage, et ils aiment l'altérité. Mais ça me fait voyager. J'ai eu le plaisir d'aller au Japon. Et quand j'étais au Japon, je suis resté 3 semaines. Je dis ça avec émotion, mais je ne sais pas dire les choses autrement. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre que sa propre émotion? Eh bien, je recherchais dans le Japon, avec ces cerisiers en fleurs, j'y suis allé en avril et tout, eh bien, cette impression que j'ai en lisant les écrivains japonais, que ce soit Akutagawa, que ce soit Mishima, que ce soit Inoue, que ce soit Kawabata, Kawabata étant le maître absolu pour moi, et je retrouvais. J'avais l'impression d'être japonais au Japon grâce à l'œuvre de Kawabata, ce qui n'a aucun sens. Mais parce que j'avais comme une sensibilité qui était différente que celle que j'ai en France, qui était plus gracieuse, plus éphémère, j'oubliais ma manière de raisonner. Voilà, c'est ce que vous vivez, vous, étudiants. Mais c'est important aussi de voyager, c'est important de l'autre, important de lire un peu. Et Pays de Neige, c'est un petit bijou de 130 pages. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez me faire l'amitié de le lire et m'envoyer un petit mail, hein, c'est jean.audois@esse.fr, super simple, hein, mon bureau est au 3e étage. Lisez Pays de Neige, vous ne serez pas déçus. Ça demande toujours un petit effort de lire, surtout si tout est en creux. C'est simple, mais c'est magique. Alors Jean, il y a ce que nous sommes dit. Je suis très curieux de découvrir dans quelques semaines, quelques mois, ce qui a été dit et non su par l'un et par l'autre. Nous allons le découvrir. Les étudiants entendront probablement tout à fait autre chose que ce que nous avons bien voulu leur communiquer. Bien sûr. Et c'est là toute la surprise et la beauté de ce moment. Absolument. Merci Jean. Merci, et merci à toi Olivier, merci à tous les étudiants. Merci pour votre confiance. Merci, à tout bientôt.